Même si peut-être tout le monde n'est pas encore arrivé. Alors, nous avons donc le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Niagale Bagayoko, donc présidente de l'African Security Sector Network, dans le cadre de la mission d'information de notre commission sur l'architecture de sécurité en Afrique et sur la rénovation de nos relations avec les pays africains. Madame Bagayoko, je le rappelle, vous avez été membre du comité scientifique de l'IRSEM et directrice du programme à l'Organisation internationale de la francophonie. Vous êtes une spécialiste des questions de sécurité sur le continent africain, en ce qui concerne en particulier l'Afrique francophone, et vous avez en effet mené ou coordonné de nombreuses recherches dans ce domaine. Vous intervenez également régulièrement dans les médias pour commenter l'actualité des questions de paix et de sécurité sur ce continent. Au cours de cette audition, nous aimerions avoir un éclairage sur différents aspects relatifs à ces sujets. Au-delà des généralisations souvent abusives, quand on parle d'un continent qui compte 54 pays, est-il exact que la conflictualité a plutôt tendance à y augmenter? Le cas échéant, quelles sont les causes profondes de ces conflits, s'agissant en particulier de ceux qui mettent aux prises des groupes armés au Sahel? Les réponses apportées au cours des dernières années par la communauté internationale ont-elles réussi à prendre en compte ces différents facteurs? Je pense en particulier à ce que l'on a appelé l'approche globale ou 3D, diplomatie, défense, développement, qui a montré ses limites au cours de l'opération Barkhane. Cette approche se fonde-t-elle sur une analyse erronée des conflits ou bien n'a-t-elle simplement pas eu les moyens de ses ambitions? Ceci invite par ailleurs à identifier les stratégies déployées par les acteurs locaux eux-mêmes, que ce soit les dirigeants, les populations ou les sociétés civiles, en réaction aux nombreuses interventions extérieures. Comment notre pays peut-il s'adapter à ces stratégies des acteurs africains pour ne pas subir dans d'autres pays les déconvenues rencontrées au Mali, au Burkina Faso ou encore au Niger? Nous nous intéressons également aux initiatives africaines de maintien de la paix, que ce soit au niveau continental avec l'Union africaine ou régional avec les diverses communautés économiques. Quel est le bilan de ces diverses tentatives pour construire une architecture de paix et de sécurité? Que faut-il penser de ces initiatives ad hoc qui rassemblent plusieurs pays autour d'un problème transfrontalier comme la multinationale Joint Task Force, je vais y arriver, Joint Task Force, MNJTF, FMM, hein. Voilà, c'est Force multinationale mixte. C'est plus simple, et la francophonie a du bon, contre Boko Haram ou le G5 Sahel, contre les djihadistes. Enfin, nous aimerions avoir quelques points de comparaison entre les politiques menées ces dernières années par la France et celles de nos partenaires, les États-Unis et des membres de l'Union européenne, et nos compétiteurs stratégiques comme la Chine et la Russie. La tradition veut qu'évidemment je vous laisse la parole pour des propos liminaires qui vous permettront d'aborder ces quelques questions avant que nos collègues n'aient la possibilité de vous poser d'autres questions. Je rappelle que cette audition est captée, qu'elle est diffusée sur le site internet du Sénat et qu'on se donne, je ne sais pas quel est l'objectif qu'on s'était fixé, 1h30 environ. Voilà, madame, je vous laisse la parole. Infiniment de me donner l'opportunité de m'exprimer devant vous. Je l'ai déjà fait à d'autres occasions devant d'autres sénateurs et devant des députés également au cours des différentes missions qui ont été menées ces dernières années. Je m'exprimerai, vous m'avez dit à peu près durant une vingtaine de minutes, on est d'accord, hein, en reprenant exactement le fil conducteur que vous avez suggéré. D'abord pour poser la question de répondre à la question du type de conflictualité à laquelle on a aujourd'hui affaire. Cette question est effectivement absolument essentielle en ce qu'à mon avis, il y a eu au cours des dernières années une approche erronée justement de cette conflictualité qui a tendu à être réduite à une seule de ces dimensions, à savoir ce que l'on a appelé la menace terroriste. Alors loin de moi l'idée de contester le fait qu'il y a effectivement des attaques
terroristes sur le continent africain en diverses zones. Mais je pense que le recours à ce qualificatif, comme sur d'autres théâtres, a largement empêché de saisir la dimension politique des ennemis que nous avons combattus en les réduisant au seul mode opératoire auquel ils ont recouru. Ça a aussi largement empêché de faire la distinction entre les différents groupes qui recourent à ce type de méthode et qui en réalité s'affrontent les uns et les autres, ce qui rend difficile le fait de les amalgamer. Je prendrai bien entendu pour exemple tout d'abord la zone sahélienne où la France a été particulièrement engagée. Il y a eu à mon avis, difficulté à saisir la complexité, la scissiparité de ces groupes qui sont effectivement nés au départ, pour aller rapidement, d'une importation depuis l'Algérie d'un combat de type salafiste, armé, violent, qui a pris qui a considéré le Mali dans sa partie nord comme un sanctuaire. Mais ces groupes, au fil des ans et très rapidement, en réalité, se sont totalement, non pas ancrés dans l'environnement malien, mais ont vu des responsables maliens et des autres pays, notamment Niger, Burkina Faso, devenir les véritables chefs de notamment la filiale Al-Qaïda à travers ce fameux JNIM, selon l'acronyme arabe, ou GSIM, groupe pour le soutien à l'islam et aux musulmans, qui est aujourd'hui dirigé par Yad Aghali. Quand je parlais de sissiparité, après l'intervention Serval en 2013, il y a eu, qui a été un succès tactique, à n'en pas douter, il y a eu réorganisation de ces groupes, dont un certain nombre, y compris ceux en provenance du Sahara occidental, et je sais que vous êtes intéressés au Maroc, cette question n'est pas de la provenance des différents combattants, n'est pas innocente dans l'environnement régional actuel, ont choisi différentes allégeances, et notamment l'allégeance à l'État islamique. Et il faut savoir qu'au fil des ans, les groupes affiliés à Al-Qaïda et ceux affiliés à l'État islamique se sont combattus de manière de plus en plus acharnée. Ce qui est très important aussi, c'est de dire que le Sahel central a des dynamiques qui sont très différentes de celles qu'on trouve dans le bassin du lac Tchad, où là, c'est avant tout l'État islamique qui est le plus influent. On parle souvent de la secte Boko Haram, qui n'existe plus en tant que telle, ça aussi, il faut le savoir. Elle s'est, elle aussi, scindée en différentes branches, dont une affiliée à l'État islamique, et l'autre qui est considérée comme son canal historique, le JAS, qui recourt à des méthodes beaucoup plus violentes contre les civils notamment. Il faut savoir également que les groupes affiliés à Al-Qaïda, au Sahel central, se prévalent de défendre les civils. C'est quelque chose qui est extrêmement important. À l'inverse des groupes affiliés à l'État islamique, qui considèrent que leurs ennemis, ce sont les forces armées, évidemment du Mali, ainsi que les forces étrangères, quelles qu'elles soient. Françaises, bien entendu, mais russes aujourd'hui. Le JNIM ne veut pas d'acteurs étrangers sur son sol et a répété à de multiples reprises qu'il n'avait
aucune intention d'attaquer le territoire français ou européen, mais en revanche de combattre sans merci tout acteur étranger qui chercherait à y intervenir. Mais parmi les autres acteurs, donc vous avez également, je ne m'y attarderai pas, dans d'autres groupes qui recourent à des méthodes terroristes, vous avez évidemment ceux qui sont affiliés aussi à l'État islamique en Afrique centrale, donc la branche APSCA, celle de l'Afrique de l'Ouest étant l'ISWAP, et notamment également ceux qui interviennent au Mozambique. Et on voit une expansion de certains de ces groupes, notamment ceux affiliés à Al-Qaïda, depuis le nord du Mali jusqu'au nord des pays côtiers, mais là-dessus, je ne vous apprends rien. Mais à côté de ces groupes, il faut se rendre compte qu'il y a aussi des rébellions politico-militaires qui sont en réalité la priorité absolue des États du Sahel, notamment. Je pense qu'une des grandes erreurs qui a été commise par les autorités françaises, c'est de ne pas avoir perçu suffisamment tôt les divergences d'analyse stratégique qui les opposaient aux autorités maliennes, non pas après l'arrivée au pouvoir des juntes, mais bien dès l'élection du président Ibeka. C'est-à-dire que la priorité des Maliens, et pas seulement d'ailleurs des autorités gouvernementales, mais de nombreuses organisations de la société civile, d'autres partis politiques, voire de représentants d'institutions nationales, a toujours été d'assurer la souveraineté, l'intégrité du territoire national, et les principaux ennemis ont toujours été identifiés à travers les rébellions du nord du Mali, principalement composées, mais pas uniquement, de combattants touaregs. Pour comprendre les dynamiques du Sahel, il est essentiel de garder cela à l'esprit. Et ce qui s'y produit encore aujourd'hui relève encore, avant tout, de cette dynamique. On y reviendra quand j'aborderai la question de la Russie notamment. Rébellion politico-militaire que l'on voit renaître d'ailleurs au Niger également, notamment depuis que le président Bazoum a été renversé par un coup d'État en juillet 2023. On a vu plusieurs groupes commettre des attaques, d'ailleurs certaines assez sanglantes, au nom du retour à l'État tel qu'il était gouverné selon la Constitution. Au Tchad également, ce qui prédomine depuis des années, ce sont des rébellions d'ordre politico-militaire. Bien sûr, il y a aussi ce combat qui est mené notamment par la FMM que vous mentionniez, la Joint Multinational Task Force, mais qu'on peut appeler aussi force multinationale mixte, qui d'ailleurs semble un peu menacée, puisque depuis l'attaque sanglante qui s'est produite il y a une dizaine de jours, le président Mahamat Idriss Déby a annoncé son intention de peut-être quitter cette force. Donc vous avez ces rébellions politico-militaires qui sont la priorité des gouvernements en place. Il ne faut pas oublier que le président Idriss Déby est mort en combattant le FACT, qui cherchait à le renverser, qui progressait depuis la Libye et qui n'a absolument rien à voir avec le djihadisme. À côté de ces dynamiques politico-militaires, vous en avez d'autres qui sont de nature communautaire, qui recoupent d'ailleurs certains des groupes dont j'ai pu d'ores et déjà parler. Mais il faut bien comprendre que quand on parle de communauté dans ces zones, on parle aussi de ce qui les traverse en termes de tensions en leur sein même. L'opposition entre les différentes catégories sociales, hiérarchiques dans les sociétés africaines est au cœur de très nombreux conflits, notamment les conflits qui opposent les castes dites nobles à celles considérées comme
inférieure. Vous avez énormément de dynamiques de cet ordre-là. On entend souvent parler, alors ça concerne bien entendu les Touaregs, mais on parle beaucoup des communautés Peuls, vous avez dû en entendre parler. Il faut savoir que c'est l'un des principaux risques qui existent aujourd'hui dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais aussi jusqu'à l'Afrique centrale, jusqu'à la RCA, cette question des relations internes à la communauté Peul et de ses relations avec les autres communautés. C'est vraiment une dynamique de fond qu'il faut garder à l'esprit. En termes de conflictualité, vous avez aussi la violence brute en tant que terme, sans visée politique ni objectif religieux, qui est tout simplement de l'ordre de la criminalité et qui est sans doute celle qui cause le plus de décès aujourd'hui. Ceux qui s'en prennent aux troupeaux, aux marchés, aux récoltes, sont souvent ceux que les populations qualifient de bandits et qui n'ont souvent aucune relation avec d'autres types de groupes violents. Donc cette question de la criminalité est essentielle et bien entendu, utiliser l'instrument militaire est beaucoup moins pertinent que de recourir à des services de nature judiciaire, notamment pour démanteler ces réseaux. Donc savoir correctement qualifier le type de conflictualité auquel on a affaire est absolument essentiel pour définir les meilleurs instruments d'intervention. Vous avez bien entendu dans cette zone cette fameuse question du prétorianisme et de l'arrivée au pouvoir de juntes militaires, mais qui doit être inscrite, à mon avis, dans une dynamique historique, spatio-temporelle même, donc historique et géographique, en ce qu'à mon avis, on a non pas une bande sahélienne, mais un espace saharo-sahélien, mais un espace sahélo-soudanais qui va vraiment de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Et cet arc de crise, en réalité, présente des caractéristiques qui sont structurellement les mêmes depuis des décennies. Et le prétorianisme en est la principale manifestation. Les coups d'État n'ont pas commencé dans cette zone à partir d'août 2020. Au Mali, on a des gouvernements de nature militaire ou incarnés par des militaires, quand bien même ils ont accédé au pouvoir par des voies plus démocratiques, mais de la Mauritanie jusqu'au Soudan, on a affaire à des gouvernements dirigés par des militaires. Et ça, c'est important de le conserver à l'esprit. C'est important aussi parce que ça démontre que la gouvernance dans cette région mêle en réalité les civils et les militaires. Moi, je n'aime pas utiliser le mot de junte parce que si vous regardez la façon dont les choses se déroulent, vous avez toujours des gouvernements majoritairement composés de civils. Donc on a affaire à des alliances entre civils et militaires qui existaient aussi avant les fameux coups d'État, les plus récents. Et enfin, dernier élément de cette conflictualité, vous avez le rôle, ou en tout cas de ces violences, vous avez le rôle des opinions publiques qui est absolument fondamental, mais qui n'est pas forcément géré de la même façon dans la zone. Si on regarde les choses, il y a eu beaucoup moins d'exactions ou de prise à partie des populations elles-mêmes par les gouvernements militaires au Mali et au Niger, qu'au Tchad ou au Soudan, bien entendu. Donc tout le monde n'a pas la même relation vis-à-vis des civils. Ici, je dis ça, c'est parce que le soutien populaire, vraiment, notamment au Mali et au Niger, dans une moindre mesure, c'est de moins en moins vrai pour le Burkina Faso, mais absolument essentiel pour comprendre la longévité de ces régimes. On ne peut pas la mesurer si on n'a pas cette idée-là à l'esprit. Alors, quelles ont été les réponses internationales ? Vous-même, dans votre propos liminaire, vous avez acté le succès assez limité
parlé de cette fameuse approche 3D et de l'opération Barkhane également. Je pense qu'il faut se rendre compte qu'on est face à un échec collectif, véritablement collectif. Très souvent, on parle de l'intervention militaire comme ayant failli, ce qui est vrai, mais il faut se rendre compte que l'approche en termes de développement est tout autant remise en cause. Il y a aujourd'hui un rejet tout aussi viscéral de l'intervention internationale en matière de développement et de l'intervention, y compris lorsqu'elle se fait dans un cadre multilatéral. Il ne faut pas oublier que les Nations Unies ont été contraintes de quitter le Mali, notamment dans des conditions extrêmement périlleuses qu'on avait rarement vues jusque-là. Mais ce rejet, notamment du maintien de la paix ou des opérations, parce qu'on ne parle plus de maintien de la paix au niveau onusien, mais des opérations de paix, notamment en Afrique, est généralisé. Ça fait très longtemps que les autorités ont demandé le départ de la MONUSCO, qui est en cours. Au Soudan, on a affaire au même type de revendications. Donc c'est un instrument qui lui aussi est remis en cause. On voit très bien que les approches de l'Union européenne n'ont pas réussi non plus. Ces fameuses missions d'entraînement IUTM ou ECAP ont été également un échec. Et à mon avis, parce qu'on se trouve très largement face à des instruments qui, à mon sens, sont totalement dépassés, complètement inadaptés à l'environnement dans lequel ils sont déployés. C'est notamment le cas de la coopération militaire et je le vois sans doute à travers la difficulté que l'on a à voir rendu public ce fameux plan de réorganisation du dispositif français en Afrique qui, dès que l'on en entend présenter quelques bribes, semble chercher à recycler des recettes assez anciennes qui, à mon avis, aujourd'hui sont éculées. Mais on se tromperait lourdement, à mon avis, en considérant que seule la France est concernée par cette difficulté à appréhender l'environnement local. Vous parliez de ces partenaires, notamment européens ou américains. Les Américains ont été forcés, comme vous le savez, eux aussi, de quitter le continent, enfin pas le continent, pardon, le Niger notamment, et une partie de leur force a été aussi invitée à se retirer du Tchad. L'Union européenne, c'est un peu la même chose. De nombreux acteurs sont remis en cause. Et il me semble que les conséquences de l'échec de l'intervention internationale se font beaucoup sentir au niveau européen, notamment, où de nombreuses structures, malgré tout, perdurent, qui ont été mises en place pendant la crise sahélienne. Mais on constate, moi je m'exprime assez fréquemment aussi, devant d'autres partenaires, européens ou devant leurs représentants diplomatiques, etc. Et un certain nombre d'entre eux font valoir si ce n'est défiance, en tout cas la prudence dont ils veulent faire preuve avant de s'engager de nouveau derrière la France parce qu'ils estiment qu'elle ne disposait pas des clés de compréhension de l'environnement africain comme ils l'avaient supposé au début des années 2010. Mais la Russie, c'est très intéressant. Alors, on a tellement parlé, en effet, comme vous le disiez, sans doute, à mon avis, de manière assez caricaturale, de la présence russe. On l'a réduisant largement à la présence de la figure du mercenaire prédateur que serait Wagner. Wagner, à mon avis, donc, qui par ailleurs n'existe plus partout en tant que tel, même s'il en subsiste, certains reliquats, notamment au Mali, a toujours été un instrument de l'influence russe aux mains de l'État russe, dont le déploiement a été négocié par la diplomatie russe, dont les effectifs ont été transportés
par le ministère de la Défense russe, armé par ce même ministère, et les méthodes extrêmement inspirées par le GRU notamment. Donc moi, je suis toujours étonnée qu'on considère qu'on a affaire à des mercenaires complètement autonomes, en tout cas sur le continent africain. Ça n'était pas le cas, et d'ailleurs, on a très bien vu qu'après la mort d'Evgeny Prigojine, c'est un dispositif qui ne s'est pas effondré. Mais surtout, je pense que cette idée de surpuissance de Wagner a été, effectivement, on en discutait avant le début de cette audition, complètement mise à mal, et moi j'en ai toujours douté, par cette fameuse bataille de Tinzaouaten, qui a vu sans doute plus d'une centaine de militaires de Wagner massacrés, et pas, sans doute pas, par des combattants du JNIM, donc des groupes djihadistes, mais par les rebelles touaregs. Ce qui m'amène à dire que l'environnement africain, mais ce n'est pas le seul, on l'a vu en Afghanistan, on l'a vu au Moyen-Orient, échappe aux capacités d'intervention internationale, parce que l'on ne dispose pas des clés de compréhension du contexte local. Il paraît évident maintenant, je pense qu'on s'en rend compte, mais beaucoup l'ont répété depuis des années, quelle que soit la technologie dont on dispose, on ne parvient pas à réduire ces ennemis qui ont avant tout pour avantage inégalé de connaître leur propre environnement et les normes et les réseaux et les standards et les cadres informels, les solidarités locales qu'il convient de connaître pour pouvoir s'y mouvoir. Je me permettrai de citer un livre que je cite de manière quasiment systématique, dont je vous invite à prendre connaissance. C'est celui d'un très grand anthropologue français qui s'appelle Jean-Pierre Olivier de Sardan, qui a vécu une soixantaine d'années au Sahel et qui a publié un livre qui s'appelle « La revanche des contextes ». Et je pense que ce titre dit tout, non pas seulement de ce qui s'est produit sur le continent africain, mais plus largement de ce qui se produit partout dans le monde, et pas seulement d'un point de vue militaire. Parce que ce livre parle un peu d'intervention militaire, mais beaucoup d'intervention civile, notamment en matière de développement. Autre élément sur lequel vous m'avez invité à m'exprimer, c'est la question des organisations multilatérales africaines. Je pense qu'il faut les inscrire dans cet échec collectif et il faut se rendre compte qu'il y a, par exemple, en Afrique de l'Ouest, un acteur qui est au moins aussi, enfin peut-être pas au moins, mais en tout cas tout autant rejeté que la France, c'est la CEDEAO notamment, qui a une perte totale de légitimité, de crédibilité, alors qu'il s'agit clairement de l'organisation sous-régionale africaine, donc membre de l'APSA, l'architecture africaine de paix et de sécurité mise en place au début des années 2000 dans le cadre de l'Union africaine. C'est donc l'organisation sous-régionale la plus avancée en termes d'instruments institutionnels développés et de moyens qui ont été édifiés, construits au cours des 30 dernières années. Donc la CEDEAO est extrêmement rejetée. Et pour quelles raisons ? D'abord parce qu'elle a complètement échoué à intervenir au Sahel militairement, mais il ne faut pas oublier qu'elle a été présente politiquement, et que même si elle n'est pas intervenue en tant que telle, ses effectifs ont largement été déployés dans le cadre de la MINUSMA, de la mission des Nations Unies. Et donc, l'échec des Nations Unies est aussi l'échec des forces ouest-africaines qui étaient déployées sous son égide. Mais la CEDEAO, c'est aussi, surtout, beaucoup décrédibilisée politiquement parce qu'elle a échoué ou refusé, chacun choisira le terme qui lui convient le mieux, de condamner ce qu'on appelle de manière très fréquente en Afrique de l'Ouest les coups d'État
d'état civil qui se sont produits lorsque un certain nombre de dirigeants qui avaient été démocratiquement désignés ont été tentés par la prolongation de leur mandat, ont changé les dispositions constitutionnelles à cet effet, notamment en Côte d'Ivoire et en Guinée, et beaucoup en Afrique de l'Ouest ne comprennent pas pourquoi ces manœuvres n'ont pas fait l'objet de la même sévérité que celle dont on a fait montre à l'occasion des coups d'État au Mali et plus encore au Niger, où la menace d'intervention armée a été particulièrement mal perçue et par les opinions publiques, mais également par les élites. Pour terminer, je voudrais répondre à la dernière question qui est celle du rejet dont fait effectivement la France aujourd'hui, savoir s'il provient des États ou des sociétés civiles. Il provient des deux, à mon avis. Il y a un grand nombre de raisons, bien entendu, qui peuvent expliquer cela. Je pense que la première, c'est que l'on a beaucoup trop cru finalement au Sahel à la capacité de la France à réussir à éradiquer le terrorisme comme elle affirmait pouvoir le faire. Je pense que c'était une allégation beaucoup trop imprudente qui a suscité beaucoup d'attentes. Et à mon sens, la plupart des opinions publiques de la région sont tout simplement, ont d'abord été saisies de doutes, de scepticisme, puis tout simplement ont fait le constat selon lequel la France et plus largement les partenaires internationaux n'étaient pas capables d'améliorer leur sécurité quotidienne. Et je pense que c'est la position de la majeure partie des populations de la zone, c'est de dire merci, vous avez essayé, mais vous n'y arrivez pas, donc votre présence n'est plus nécessaire. Mais bien entendu, vous avez une frange plus extrémiste, dont il faut avoir conscience qu'elle a émergé bien avant, au moins 3 voire 4 ans, l'arrivée de la Russie en Afrique de l'Ouest. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu constater assez tôt, avec notamment des théories du complot qui ont commencé à fleurir extrêmement tôt. L'une d'entre elles, la plus frappante pour moi, était celle qui dès 2018-2019, laissait entendre que les vols de bétail, précisément, étaient en fait perpétrés par l'armée française qui évacuait les têtes et les bêtes par avion à Castorel pour approvisionner les restaurants parisiens en viande et donc pour enrichir et nourrir le consommateur français. Ça, ce n'est pas la Russie qui a commencé à diffuser ce type d'informations, évidemment totalement fantaisistes. Mais il y a eu une exaspération qui s'est fait jour de manière de plus en plus évidente, qui a été récupérée. Alors bien entendu, on parle beaucoup de la Russie, qui à mon avis est beaucoup plus intéressante et importante à contrer sur ce champ-là, qui est le champ informationnel, que sur le champ militaire, où il y a eu des échecs quasiment systématiques partout, non pas seulement au Sahel, mais en Libye, au Mozambique, en République centrafricaine, c'est quand même très limité, au Soudan. Mais en revanche, là où la Russie est absolument redoutable, c'est évidemment sur ce champ de la guerre informationnelle, où, à la différence d'acteurs comme la France, ou plus largement d'autres acteurs européens, c'est parfaitement bien s'insérer dans les environnements locaux, notamment parce qu'elle les aborde par le biais des langues locales, ce que la France n'a jamais véritablement réussi à faire. Toute la communication française, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, sur les doctrines françaises, etc., a toujours peiné à comprendre justement
la façon dont toucher des communautés hors des canaux les plus traditionnels d'un point de vue médiatique notamment. Et ça, la Russie sait parfaitement faire ça. Mais ce qui est très important, c'est de se rendre compte qu'on a assisté au cours des 5 dernières années à une mutation des sociétés civiles qui doit conduire à adopter une grande prudence lorsqu'on considère que ce doit être désormais les principaux interlocuteurs de la France. Il faut se rendre compte que les sociétés civiles aujourd'hui ne sont plus majoritairement libérales, vouées à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, mais qu'elles sont majoritairement néo-panafricanistes, c'est-à-dire qu'elles développent un discours ultra-souverainiste, ultra-patriote, ultranationaliste. Et donc vraiment pour conclure, qu'on ne s'y trompe pas, les phénomènes politiques auxquels on assiste en France, aux États-Unis ou plus largement en Occident sont extrêmement présents en Afrique aussi. La dynamique de fermeture à l'autre, la dynamique de rejet de l'autre est très présente sur le continent aussi. On est de moins en moins en face d'acteurs qui cherchent à se présenter en victime, mais qui cherchent à faire valoir avant tout leur fierté nationale et surtout à maximiser leurs intérêts. Voilà. Merci beaucoup. J'ai 2 demandes de prise de parole et je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Jean-Luc Ruel. Donc on va commencer par Ronan Le Gleut. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, finalement, vous nous dites, après avoir dressé le constat des sources de conflits, vous nous dites que les opérations de paix venant d'acteurs extérieurs au continent africain, globalement, ont échoué. Vous avez cité le cas de la France, mais aussi des opérations multilatérales onusiennes, voire même de la Russie. Et puis, vous nous dites par ailleurs que quand c'est l'Union africaine qui tente d'opérer à travers le Conseil de sécurité et l'APSA, l'architecture africaine de paix et de sécurité qui s'appuie sur les communautés économiques régionales, ça échoue tout autant. Donc finalement, vous ne nous laissez aucune perspective. Après avoir tiré ce bilan, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle solution ? Mais bien sûr, mais si vous en avez, je serais ravie de les entendre. Je pense que justement, la première solution est d'accepter de réfléchir à ce qui s'est passé. Moi, je pense que toutes les approches axées sur les résultats, dont on nous a très largement rebattu les oreilles au cours des 20 dernières années, n'ont jamais eu aussi peu de résultats en réalité. Donc l'exigence de résultats lorsqu'on ne comprend pas le contexte d'intervention est absolument illusoire. Donc moi, la première recommandation opérationnelle, c'est d'essayer de chercher à comprendre les environnements dans lesquels on souhaite continuer à intervenir. On n'est pas obligé de vouloir continuer à intervenir, ce n'est pas une obligation. Si l'on considère que nos intérêts ou que nos valeurs ne sont pas en accord avec ceux qui sont promus par les États ou par les populations de la zone concernée, on n'est pas obligé d'y rester. En revanche, si on veut continuer à y intervenir et à en retirer des bénéfices, il faut la comprendre. Donc moi, ma première recommandation serait avant tout d'arrêter de consulter des experts occidentaux comme moi, qui ne parlent pas de langue locale, africaine, et d'essayer de s'appuyer sur une expertise avant tout locale qui vous expliquera bien mieux que je ne le fais aujourd'hui le fonctionnement de ces sociétés. Merci. Bon, je vous provoque un petit peu, mais ça, c'est une première recommandation. J'en ai une autre. Je ne sais pas si vous êtes familier, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais avec les programmes de développement, par exemple. Vous devez sans doute, je ne veux pas justement à dessein employer le mot évaluer, mais essayer d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Je pense qu'il y a eu, au cours des 30 dernières années,
un effet délétère de ce qui, au départ, était une intention très noble, qui était celle de la coordination entre tous les intervenants à l'échelle internationale. Ce qui fait qu'on a adopté des cadres d'intervention standardisés pour absolument toutes les organisations, qu'elles interviennent à titre bilatéral, multilatéral, non étatique, parce que les ONG sont concernées également, et qu'elles utilisent toutes les mêmes méthodologies, qui sont avant tout fondées sur le monitoring et l'évaluation, sur les cadres logiques, sur les théories du changement, sur les indicateurs avant tout quantitatifs. Je pense qu'il y a de très nombreuses explications dans l'échec auquel on assiste aujourd'hui partout dans le monde, encore une fois, pas uniquement en Afrique, qui sont imputables à ces méthodologies. Donc, interroger ça aussi, je pense que ça relève, si je puis me permettre, de votre responsabilité. Par ailleurs, quelles sont les solutions ? La dernière, à mon avis, c'est d'accepter l'Afrique telle qu'elle est, c'est-à-dire sans essayer de la changer. Pourquoi est-ce que c'est un... Alors, je suis la première, moi je crois à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme, mais moi je ne représente pas un État, moi j'y crois à titre individuel. Pourquoi est-ce que la politique d'un État devrait forcément dans un espace chercher à le réformer, chercher à le faire coïncider avec ce à quoi on voudrait qu'il ressemble? Je ne sais pas, vous aurez sans doute la réponse davantage que moi, parce que, à mon avis, il y a une obligation aujourd'hui qui est faite d'accepter les revendications et les exigences des partenaires africains telles qu'elles sont formulées aujourd'hui. Encore une fois, moi, ça ne me réjouit pas, mais moi, j'interviens à bien autre niveau que le vôtre. Merci beaucoup. Étienne Blanc. Merci, Monsieur le Président. Et la France, au Mali, a été victime, si on peut utiliser cette expression, d'une campagne extrêmement puissante de la Russie contre la force Barkhane. On l'a vu sur les télévisions avec ces manifestations, des drapeaux russes, on appelait Poutine à la rescousse. Alors peut-être est-ce que ça a été montré à l'excès en France, mais enfin ça a été parfaitement visible. Vous nous dites dans votre propos que se développe au Mali un souverainisme de plus en plus puissant, comme il se développe dans les pays voisins, au Burkina, au Niger, mais ailleurs aussi en Afrique, comme il se développe aussi en Occident, et que ce nationalisme, finalement, est la cause, une des causes des difficultés que la France a connues. Mais aujourd'hui, la surinfluence russe, la surprésence russe au Mali, est-ce que finalement ça ne provoque pas un phénomène absolument identique? Et est-ce que demain on ne peut pas penser que la Russie sera victime du même phénomène que ce que nous avons connu, nous Français, sur le territoire malien? La Russie connaît des échecs militaires. Sur le Sahel, les populations commencent à s'organiser au Sahel lui-même, mais aussi dans la diaspora, puisqu'un grand nombre ont fui en Mauritanie et en Algérie, commencent à s'organiser de manière de plus en plus efficace contre l'armée malienne et contre ce qui reste de Wagner ou de ses remplaçants. Est-ce que ça ne laisse pas un peu d'optimisme quand même pour imaginer assez rapidement, semble-t-il, une chute de la junte malienne et la reprise en main par les civils du pouvoir malien? Pas que la présence russe est nouvelle au Mali. Le cas du Mali est très particulier. Le Mali, ce n'est pas la RCA. La présence russe en RCA, effectivement, est nouvelle. Elle date de 2017. Au Mali, ça n'est absolument pas le cas. On est dans le cas d'un État qui, dès l'indépendance, a souhaité mettre un terme au partenariat privilégié avec l'ancienne puissance coloniale au profit de l'URSS et des républiques socialistes soviétiques. Donc ça,
il est évident qu'il y a de toute façon un substrat qui existe au Mali, où il y a eu énormément d'échanges et d'interactions, particulièrement dans le domaine militaire, entre les acteurs soviétiques, particulièrement les Russes, et les Maliens. Rencontrer des gens qui parlent russe au Mali, c'est extrêmement courant. Hein. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et c'est ce que je suggérais dans mon intervention, moi je pense qu'effectivement, le partenariat, en tout cas militaire, entre la Russie et le Mali ne va pas forcément durer longtemps. Il y a énormément de pertes qui se font aujourd'hui. Et quand on regarde, alors moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais j'ai des collègues qui sont vraiment spécialisés sur ces questions-là, sur les groupes Telegram, etc. Il y a beaucoup d'interrogations côté russe sur la question de savoir est-ce qu'on doit rester là-bas ou est-ce que c'est trop difficile et est-ce qu'on va y arriver, parce qu'il y a beaucoup de théâtres où ils n'y sont pas arrivés. Encore une fois, je l'ai cité, le Mozambique, ils sont partis au bout de quelques semaines. La Libye, ça n'a quand même pas été un succès fulgurant, même s'ils intervenaient, il faut s'en souvenir quand même, du même côté que de celui que la France soutenait également. Ça aussi, il ne faut quand même pas l'oublier non plus, c'est quand même important. Et moi, à mon avis, il y aura un départ militaire, une contraction de la présence militaire, mais moi, je ne ferai pas le lien avec la junte. Cette junte ne tient pas avant tout grâce à la Russie. Il n'y a pas de protection de régime de la part de Wagner, contrairement justement à la RCA. Non, l'accord qui est passé, c'est de combattre les Touaregs. C'est vraiment ça. La principale, d'ailleurs, victoire qui a été obtenue grâce à l'intervention de Wagner, c'est la reconquête de Kidal. C'était l'obsession malienne, la reconquête de la souveraineté sur le territoire. C'est vraiment ça qui intéressait les Maliens. Donc c'est à ça que l'on veut que les forces de Wagner ou d'Africa Corps soient employées et pas à la protection du régime. Le régime, il s'appuie sur une très forte adhésion populaire. Alors, et si il devait chuter, ce sera, à mon avis, en raison de l'érosion de celle-ci, mais pas parce que la Russie se retirera. Merci beaucoup. François Bonneau. Oui, merci Président. Madame la Présidente, merci pour votre analyse sur la situation dans toute cette zone. Je voulais poser une question toute simple. On a parlé de la faute originelle de l'intervention occidentale, mais surtout française en Libye. Quelles sont aujourd'hui encore les conséquences de ce qui s'est passé en Libye ? Alors ça, effectivement, alors les conséquences, d'abord, je pense que ça a aussi beaucoup contribué, après coup, à éloigner la France des dirigeants africains. Il faut savoir que même Idriss Déby, qui est toujours présenté comme le principal allié français, a été le premier à exprimer plus que sa prévention, sa colère face à cette intervention dont il a prédit, tout comme Mahamadou Issoufou, le risque de déstabilisation d'une région entière. C'est ce qui s'est produit. Et il y a aussi eu un ressentiment qui s'est développé au sein des organisations régionales africaines, à commencer par l'Union africaine, qui en veut beaucoup à la France, qui ne l'a jamais consulté pour cette intervention. Donc la perte de confiance mutuelle entre les gouvernements africains, y compris avant les coups d'État, et la France, est aussi imputable à cette intervention en Libye, parce que tous avaient mis les dirigeants français de l'époque en garde contre cette entreprise. Aujourd'hui, sur la Libye, moi, la principale conséquence que l'on constate encore aujourd'hui, c'est surtout la circulation des armes légères, et de petit calibre, qui sont toujours en provenance de la zone. D'un point de vue politique, non, il y a beaucoup moins d'interactions, même si certains des groupes politico-militaires dont je parlais tout à l'heure, tchadiens notamment, y ont trouvé refuge. Ils sont moins influents d'un point de vue opérationnel aujourd'hui, mais c'est plutôt comme zone de repli, à mon avis, qu'il faut voir la Libye, et bien entendu, cet espace joue un rôle dans les routes migratoires aussi. Merci beaucoup, Jean-Luc Ruel. En fait, quand on considère la plupart des États
Oui, quand on considère la plupart des États du continent africain, peu échappent à une gouvernance dictatoriale, à des démocratures. Et pourtant, dans la plupart des pays que vous avez cités, hein, que nous connaissons tous, hein, un autre trait commun, c'est des États non structurés, des États faibles, des États sans moyens, des États où il y a eu également de la prédation, notamment sur les politiques de coopération et de développement. Donc sur le long terme, on pourrait penser qu'en renforçant véritablement ces États, en créant des véritables États, en s'assurant, mais qui, hein, de la bonne gouvernance installée dans ces États, on pourrait arriver à quelque chose. Alors entre-temps, bon ça pourrait être du long terme. Hein. Entre-temps, on voit apparaître des choses quand même assez intéressantes. Hein. C'est notamment ce gendarme africain qui est devenu le Rwanda. Hein. Le Rwanda, avec son armée de 35 000, la moitié qui sont encore expéditionnaires à l'étranger, ils sont intervenus ils sont intervenus au Mozambique, à Brazzaville, ils sont au Gabon, ils sont en Centrafrique, ils sont en train de venir en Afrique de l'Ouest, doucement. C'est à la fois, disent-ils, une réponse. Alors ça rejoint un petit peu ce que vous aviez évoqué, hein, dans la sociologie de certains pays, hein, où vous avez des luttes de caste, hein, où là, bon, il y avait une compétence guerrière, bon, disent-ils. Hein. Voilà, donc ils ont un savoir-faire guerrier, ils en font un métier, ils en font un revenu, hein, et puis ça peut stabiliser un certain nombre de... là où ils opèrent avec efficacité. Et ça peut donc être, je ne veux pas me faire le laudateur de ce système, hein, mais ça pourrait être une solution de court terme, c'est une solution africaine, c'est une solution efficace, c'est une solution qui apporte des revenus conséquents au Rwanda, donc peut-être faudrait-il y réfléchir. Moi, je pense qu'il y a des approches à court terme, il y a des approches à plus long terme. À plus long terme, c'est évident. Hein. Il faut donner des moyens à ces États. Hein. Alors, qui va gérer ça? Qui va surveiller ça? Pour créer de véritables États, hein, avec des pouvoirs régaliens effectifs, etc. Dans un cadre de bonne gouvernance, hein, pour éviter toutes les prédations qu'il y a eu dans le passé. Ça, c'est le long terme. Et puis le court terme, peut-être une solution façon rwandaise. Hein, voilà. Merci beaucoup. Alors, première chose, lorsque vous parlez de démocrature, je pense que cela fait évidemment partie du problème, et moi je le prendrai de manière inverse, si vous le permettez, c'est-à-dire qu'il y a aussi une défiance des opinions publiques qui considèrent qu'elles n'ont jamais connu la démocratie, et que cette démocratie était pourtant validée par les partenaires internationaux, partout, à travers des processus électoraux notamment, et on peut considérer, à mon avis, sans trop se tromper, que l'on a réduit la démocratie à sa stricte expression électoraliste, sans se préoccuper des violations des droits de l'homme, des violations des libertés fondamentales, des violations de l'état de droit auxquelles ont procédé des gouvernements démocratiquement désignés. Et encore une fois, avec l'assentiment, ou en tout cas le silence des partenaires occidentaux ou multilatéraux, voire avec leur validation et leur blanc-seing. Donc, c'est un petit peu compliqué de ce point de vue-là de parler de démocrature comme si elles avaient émergé de attention, hein, excusez-moi. Non, mais je sais bien, oui. Quand je parlais de démocrature, pour moi, ce n'est pas du tout souhaitable. Hein. Pour j'ai moi, compris une que c'était pas souhaitable. Oui, mais j'ai compris. J'ai bien compris que c'est pas souhaitable, mais d'un côté, vous me parlez, pardonnez-moi, du Rwanda. Ah bah ça, c'est sa meilleure expression. Hein. C'est sa meilleure expression. Hein. Le Rwanda
c'est une démocrature remarquable. Donc on est d'accord. Donc vous souhaitez aussi coopérer avec des démocratures. Moi, mais les États pourraient non, peut-être... enfin, pas vous, mais c'est vous qui suggérez la solution rwandaise. Et pardonnez-moi, mais si je m'autorise à souligner ce paradoxe, c'est parce que, à mon avis, on est au cœur de la difficulté occidentale actuelle. C'est-à-dire que d'un côté, on souhaite continuer à promouvoir la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, tout en coopérant avec des États que souvent leur propre peuple considère comme justement violents tous ces principes, tout en condamnant d'autres. La dénonciation du deux poids, deux mesures a été suffisamment faite à l'envi par tous les commentateurs, y compris moi-même. Je ne vais pas y revenir, mais c'est la difficulté que n'ont pas certains partenaires. Il faut choisir. Et soit on défend des principes, et un principe, ce n'est pas un intérêt. Un intérêt, bien entendu, il est plastique, il est cynique, il est flexible. C'est le propre d'un intérêt. Un principe, c'est un principe. Lorsqu'on veut se positionner sur le terrain des principes, ils sont intangibles, ils sont invariables. On ne joue pas avec des principes. Et c'est tout ce qui a été fait par les partenaires internationaux, tout comme par les États africains eux-mêmes. Il va falloir faire un choix. Et le choix, je pourrais parfaitement comprendre qu'il soit cynique et qui consiste à dire, pour avoir de la stabilité, travaillons avec des États autoritaires. C'est d'ailleurs ce qu'appelle l'évolution du contexte dont je parlais tout à l'heure, puisqu'à mon avis, vous parliez de stabilisation. Mais la stabilisation, je pense, pourquoi est-ce qu'elle a échoué partout ? Justement parce qu'on était sur cette double exigence d'avoir à la fois la sécurité, le développement et la démocratie. Ça n'a fonctionné nulle part. Est-ce que, je vais vous poser de nouveau une question un peu provocatrice, comment est-ce que vous considérez des États qui sont gérés militairement en lien avec des organisations religieuses qui se réclament de l'islam politique non violent? C'est de la stabilité. C'est de la stabilité. On peut aussi l'avoir par ce biais-là. D'ailleurs, certains ont aussi un certain nombre de résultats. Vous prenez le cas de la Mauritanie. Comment est-ce que vous définiriez cet État-là? Alors, il intervient moins internationalement que ne le fait le Rwanda, mais on n'est pas non plus quand même dans une démocratie chimiquement pure, à mon sens. Olivier Cadic. Merci. Très intéressant, et ce ne sont pas des provocations quand vous justement. Non, mais j'essaie de faire mon métier. Je trouve que ça émule justement. Tant mieux, merci. Donc c'est comme ça en tout cas qu'il faut le voir. Il y a un sujet que vous n'avez pas évoqué, c'est la question de la Chine, oui, qui a une forte influence aujourd'hui, grandissante. Pour pas dire qu'elle s'ingère, mais elle ne va pas le dire, mais c'est quand même considéré aussi par certains États maintenant comme de la colonisation, clairement. On pourrait parler de la problématique que l'on peut, justement, en termes d'interprétation. Il y a un État qui n'est pas reconnu, qui s'appelle le Somaliland, qui est une démocratie, qui, depuis 1994, s'est séparé officiellement de Mogadiscio. Et là, justement, il y a une question pour les démocraties qui se pose, puisque d'un côté, il y a Mogadiscio qui est un régime failli, avec justement les Chebabs qui sont là, qui occupent le terrain, et on voit que le pays a de grosses difficultés, et pourtant, on ne regarde pas cette démocratie, et simplement parce qu'elle n'est pas officiellement reconnue. Donc ça, c'est un sujet, je voudrais savoir ce que vous pensez de cette affaire. 93% des ressources de l'Algérie proviennent du sud algérien, et vous avez justement cité effectivement ce massacre la centaine de Wagner qui, et je crois comprendre qu'ils ne viennent pas justement à la frontière algérienne, puisqu'il y a apparemment les Touaregs viennent dans le sud algérien en zone de repli, et c'était un des sujets aussi auxquels Barkhane était confronté. Donc je voudrais savoir comment vous voyez la situation avec l'Algérie. Et
Il y a quelque chose, moi, qui me frappe. Moi, je vais effectivement, en tant que représentant des Français de l'étranger, très souvent en Afrique. Et ce qui me fascine, c'est en fait cette proximité avec les Africains. Quand je viens, en tant que moi-même entrepreneur français, je rencontre les jeunes entrepreneurs africains. C'est cette envie de construire des choses avec nous, avec la France. Il y a une vraie envie de France, moi, que je ressens à chaque fois sur le terrain. Alors, peut-être que ce n'est pas dans nos médias qu'on ne le voit pas, mais la réalité, moi, celle-là, je la touche du doigt et je pense que c'est avec eux qu'il faut rechercher justement des solutions. Comment on peut faire? Parce que pour faire quelque chose ensemble, encore, il faut le faire à deux. Il ne peut pas y en avoir qu'un. Donc, c'est comment, voyez-vous, la possibilité justement de motiver cette jeunesse africaine pour finalement recréer des nouveaux ponts et bâtir le futur. Et pour finir, moi, ce que je vois, c'est que quand même, ces mouvements terroristes, c'est quand même le visage du crime organisé, en réalité, puisque c'est une façon pour eux de vivre et de subsister, c'est de participer à ce trafic. Et j'ai été très choqué par le trafic d'êtres humains que l'on peut voir en Afrique, puisqu'il y a aussi toute une jeunesse qui veut autre chose, donc qui cherche à partir, qui se retrouve engluée dans ces réseaux. Et comment voyez-vous, comment pouvons-nous, là, cette fois, aider justement à lutter contre cette traite d'êtres humains, puisqu'ils rêvent justement eux-mêmes de venir vers l'Europe, mais c'est un des gros sujets, un gros questionnement pour nous, et comment on peut les aider à se sortir de ça. Merci. Merci beaucoup pour cette question très très riche. Alors, tout d'abord la Chine. Alors, je préciserai que, moi, je ne suis absolument pas une spécialiste des questions économiques. Alors voilà, moi, je suis modeste et je me cantonne à mon domaine de spécialité qui porte plutôt sur les questions de sécurité. Ce que je peux dire de la Chine, quand même, c'est que, à mon avis, on met beaucoup trop immédiatement sur un même pied la Chine et la Russie. Ce sont des acteurs qui ont des présences totalement différentes. Notamment, la Chine n'est pas présente d'un point de vue militaire. Elle l'a été à travers les missions de maintien de la paix. Elle était très présente dans la MINUSMA, notamment. Elle l'est à travers les très nombreuses sociétés de sécurité privée, pas militaire privé, mais de sécurité privée, qui assure la protection de ses ambassades, de ses ressortissants, de ses entreprises, de ses sites d'exploitation. Mais ce n'est pas un acteur qui intervient de manière active dans le périmètre souverain de la sécurité des États africains. Donc c'est très différent par rapport à la Russie. Moi, je dirais que la Chine, vous parliez de... je ne sais plus l'expression exacte que vous avez employée, mais des protestations que cet acteur commence à susciter. Moi, je dirais que la Chine, aujourd'hui, suscite une méfiance sans hostilité encore. On n'est pas face à un acteur qui est acclamé, pas du tout. On n'est pas face à un acteur qui est rejeté. Il y a quelques gouvernements, par exemple la Zambie, effectivement, qui commencent à se plaindre de cette espèce de coopération de type concessionnaire, etc. Mais on n'est quand même pas dans le rejet massif. Non, ça vraiment, vraiment pas. On est ni dans l'acclamation, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je dis méfiance, mais sans hostilité. Mais surtout, moi, je suis toujours très étonnée d'entendre la plupart du temps mentionner ces deux acteurs, Chine, Russie, alors qu'il y a un nombre assez élevé d'autres acteurs qui sont là, mais pas de manière récente, depuis 20, 25, 30 ans, et qu'on n'a pas vu s'implanter, s'affirmer en Afrique. Si vous prenez le cas du Moyen-Orient, Israël, c'est très intéressant sa présence sur le continent depuis très longtemps, y compris dans le domaine de la sécurité d'ailleurs. Ça a commencé, ça n'a pas commencé d'ailleurs, mais notamment au Cameroun depuis des années. C'est très intéressant d'ailleurs le modèle qui a été développé en matière de coopération militaire avec les BIR
les bataillons d'intervention rapide. C'est un modèle qui a fait beaucoup d'émules parmi d'autres États africains. Le Rwanda, dont monsieur parlait, est extrêmement proche d'Israël aussi, parce qu'il y a la mémoire des deux génocides. On regarde beaucoup sur le continent africain l'extrémisme de type islamique, mais on se préoccupe beaucoup moins de l'extrémisme chrétien, de l'évangélisme notamment, qui a des discours en termes de valeurs qui sont tout aussi inquiétants, en termes de rejet de tout ce qui est politique LGBT, en termes de rejet des politiques axées sur le genre. On a exactement ce conservatisme dans les communautés évangéliques du continent. Et ça fait aussi partie de certains acteurs sur lesquels s'appuie Israël, parce que certains ont une lecture côté israélien qui est proche de cette approche biblique. Donc c'est important aussi de regarder ce type de dynamique. Cette question de la diplomatie religieuse, elle est utilisée par d'autres acteurs différents. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ça fait plus de surtout l'Arabie saoudite, ça fait plus de 40 ans qu'elle est extrêmement présente. C'est quelque chose qu'on n'a pas voulu voir. Et ça s'est fait à travers la promotion d'un islam salafiste ultra conservateur qui a été diffusé au niveau très local à travers les ONG, à travers les ONG d'aide humanitaire, à travers les écoles. On a peur de l'émergence de ce type d'islam en Afrique, mais est-ce qu'on a peur de celui qui l'a promu aussi pendant des années, même si le dirigeant actuel n'est pas sur ce registre-là? Bien sûr qu'il faut regarder ça. La présence, notamment dans la Corne de l'Afrique, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, elle se fait aussi contre le Qatar, qui lui mobilise plutôt des réseaux fréristes sur le continent, qui sont absolument pas les mêmes qu'évidemment que ceux de l'islam de type ambalite, puisque c'est ce qui correspond au wahhabisme en fait côté africain. Le rôle de l'Iran aussi, qui se fait à travers les communautés libanaises qui sont ultra présentes aussi en Afrique. Donc moi, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à regarder au-delà d'Afrique, que ces acteurs sont beaucoup plus actifs que la Chine, qui est essentiellement effectivement un acteur économique. Et je comprends qu'il vous intéresse au premier chef, puisque vous êtes entrepreneur, donc bien entendu. Mais malheureusement, je n'aurais pas forcément beaucoup de réponses à vous apporter. L'Inde aussi a développé des partenariats. Mais depuis 25-30 ans, ce n'est pas nouveau du tout. Le Somaliland, merci beaucoup d'évoquer ce cas-là, qui est peu connu. Qui est important, parce qu'aujourd'hui, là aussi, il y a un conflit potentiellement dangereux qui est en train de couver entre l'Éthiopie et la Somalie à propos du Somaliland, puisqu'il y a un accord qui a été passé entre l'Éthiopie et le Somaliland, pour que l'Éthiopie puisse de nouveau accéder à la mer, accès qu'elle a perdu avec l'indépendance de l'Érythrée. Mais là encore, vous dites le Somaliland, c'est une démocratie. C'est une démocratie coutumière. Les chefs coutumiers ont beaucoup d'influence, y compris dans la chambre haute du Parlement. Mais c'est aussi une démocratie ultra conservatrice d'un point de vue religieux. Enfin, le nombre moi, j'ai eu la chance d'aller au Somaliland, c'est rare, mais je suis allée au Somaliland, à Hargeisa. Et ce qu'on m'avait expliqué, c'est qu'en 20 ans, le nombre de mosquées était passé de 2 dans la ville à 1000, et très souvent financé aussi par l'Arabie saoudite. Donc oui, et ça peut être vu comme un modèle de stabilité. Est-ce que c'est celui qu'on recherche ? Je pose la question. L'Algérie aussi, merci d'évoquer ce cas-là. Pour moi, avec la France, dans l'espace sahélien, c'est le deuxième grand perdant dans la zone. L'Algérie a vraiment des relations extrêmement difficiles avec le Mali pour les raisons que vous évoquez, c'est-à-dire les rébellions touaregs, notamment. Les autorités maliennes reprochent, mais en fait depuis des années, et maintenant ils le font de manière ouverte, mais à l'Algérie, sa proximité avec ces groupes indépendantistes maliens, touaregs principalement. Mais par ailleurs, il y a la question migratoire qui empoisonne beaucoup
les relations de l'Algérie, et encore plus qu'avec le Mali, avec le Niger. C'est-à-dire que le Niger reproche à l'Algérie de traiter de manière atroce, en fait, les migrants africains en les abandonnant dans le désert et en les laissant mourir de faim, de soif, notamment du côté de la région d'Assamaka. Donc il y a un gros contentieux avec l'Algérie de ce point de vue-là. Et le grand gagnant, pour moi, dans la zone, c'est le Maroc, à l'évidence, qui a quand même fait cette proposition récemment de désenclaver les pays du Sahel pour les faire bénéficier de sa propre initiative, parce que vous vous intéressez au Maroc, qui est cette fameuse initiative euro-atlantique qui vise à ouvrir un corridor entre l'Espagne, le Portugal, la France et 23 pays côtiers africains, depuis effectivement le Maroc jusqu'au Cap. Et le Maroc joue très bien là-dessus en se rapprochant des pays sahéliens en proposant cette ouverture. Pour les mouvements terroristes, alors là je serai en désaccord avec vous, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'interaction entre groupes extrémistes radicaux et crimes organisés, mais ce sont plutôt des relations opportunistes et assez ponctuelles. Il peut y avoir des escortes de convois d'êtres humains, de drogue par des groupes ultra armés, mais ce n'est pas leur principal moteur, non. Ces groupes djihadistes ont pour moteur des revendications politiques, un agenda politique et religieux avant tout. Les réseaux criminels organisés sont autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps des convergences ou des coïncidences, mais ce n'est pas le principal moteur de ces groupes. Enfin, en tout cas, je ne le crois pas. Voilà. Merci beaucoup. Donc la parole est à Akli Melouli. Oui, alors je vais pas revenir sur les propos parce que je pense que les relations sont beaucoup plus complexes et la propagande des uns et des autres ne va pas arranger les relations entre l'Algérie, le Mali et le Niger, parce qu'en Algérie, les Maliens et les Nigériens, à ma connaissance, peuvent travailler sans permis de travail, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc il y a des enjeux, les choses ne sont pas aussi simples que ça, c'est beaucoup plus complexe et les relations sont historiques. Donc, mais oui, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Et donc on verra à l'usage, parce que c'est sur le long terme qu'on voit, et notamment le rôle de l'Union africaine dans ce cadre-là, mais c'est bien de nous donner des éléments d'éclairage, ça nous permet, nous, d'avoir notre regard et de pouvoir avoir. Mais il y a des éléments, vous avez aussi parlé de la Libye, cet élément déstabilisant du Sahel, donc c'est bien qu'on l'ait intégré, et ça, je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on intègre cette déstabilisation de ce territoire qui a été cette action sur la Libye, qui a ses répercussions aujourd'hui. Vous avez rappelé aussi l'histoire, le Mali, c'est-à-dire, vous avez remis les choses dans le contexte historique, c'est-à-dire que le Mali avait déjà une proximité avec la Russie, avec l'URSS. D'ailleurs, je crois que même ces colonels ont été formés en Russie. Et donc, il y avait déjà un travail de formation, donc on l'oublie souvent, donc dans le contexte. Et vous avez même rappelé, effectivement, cette importance de la connaissance du terrain. Et vous avez parlé, effectivement, de l'Algérie qui avait le souci de ses Touaregs. Mais en fait, les Touaregs du Nord Mali, du Nord Niger, du sud de l'Algérie, du Sahara, de la Mauritanie, ce sont un même peuple. Donc, effectivement, ce découpage des frontières est important à comprendre si on veut effectivement avancer. Et donc, moi, je trouve qu'effectivement, vous avez soulevé deux choses essentielles qui me paraissent importantes. C'est-à-dire que vous avez dit, est-ce que nos intérêts particuliers passent par le filtre de nos principes, ou est-ce que c'est nos principes qui sont modulables en fonction de nos intérêts? Et à partir de là, on n'est plus dans le même rapport avec les pays africains, parce que là, on est dans un rapport de force, un rapport de dominant à dominer, et on change les choses. Et donc, est-ce que vous, dans vos discours, vous nous invitez à changer de paradigme, à changer nos vieilles lunettes, et aujourd'hui à sortir de tous les schémas qu'on a eus, et vous savez, bon, mieux que moi, puisque vous y travaillez, que les frontières ont été tracées, et que même entre les Maliens, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, etc., vous avez, c'est les mêmes peuples, c'est des peuples qui faisaient partie d'un même empire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, effectivement, aujourd'hui, qu'on change de paradigme, et qu'on change nos fiches, et qu'on revoie complètement notre approche de l'Afrique, si on veut effectivement reprendre pied un jour ou l'autre sur ce continent, et donc être beaucoup plus, comment dirais-je, plus proche des peuples et de travailler plus sur les principes plutôt que uniquement des intérêts. Merci beaucoup. Moi, j'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question parce que
Encore une fois, à titre personnel, oui, moi je considère que les principes doivent primer. Mais en tant que responsable politique, je pense que c'est difficile dans le contexte actuel, et je pèse mes mots, hein, je ne suis pas en train de me faire l'avocate de la réelle politique aveugle, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la politique africaine de la France va se faire dans un environnement qui est de toute façon beaucoup plus autoritaire. Donc c'est à elle de décider si elle est prête à transiger avec ses principes pour y affirmer des intérêts, mais je pense aussi que les intérêts eux-mêmes ne sont pas clairs du tout. C'est très intéressant ce qui s'est produit au Sahel. Quels étaient les intérêts de la France? Sincèrement, je pense que notamment vous, parlementaires, devez vous interroger là-dessus. Quels étaient les intérêts de la France? Alors aujourd'hui, on nous dit, ah ben oui, mais on y était pour défendre nos intérêts dans les pays côtiers. C'est pas vrai, on commence à dire ça aujourd'hui, mais c'est pas du tout ce qu'on disait il y a 10 ans. Franchement, si on regarde en termes d'intérêts économiques, il n'y en avait quand même quasiment pas, franchement, marginaux. En termes de présence de ressortissants, même chose. Il n'y en avait pas. Moi, je ne fais absolument pas partie de ceux qui voient la main diabolique de la France-Afrique partout pour exploiter les ressources du sous-sol. Non, on sait très bien que Orano a été de moins en moins présent, que la France a trouvé d'autres sources d'approvisionnement en uranium. Donc, quels étaient les intérêts français au Sahel? Moi, pour moi, le seul véritable intérêt, c'était le rang de la France, c'était d'affirmer le rang de la France en tant que puissance internationale qui mérite son siège au Conseil de sécurité, qui a une armée parmi les meilleures du monde, etc. Et c'est sûr que c'est cette image-là qui a été écornée, c'est cet intérêt-là, à mon avis, qui a été largement écorné. Mais à mon avis, même avant de réfléchir à la mise en concordance des intérêts et des valeurs, il faut réfléchir à ces intérêts. Je pense qu'ils ne sont pas clairement définis côté français. Qu'est-ce qu'on veut en Afrique? Qu'est-ce qu'on défend en Afrique de manière complètement réaliste et cynique? Ça me paraît très important. La question des frontières, moi je pense que les frontières, elles sont beaucoup plus acceptées, intériorisé en Afrique qu'on ne veut bien le dire. Bien sûr qu'il y a des points de crispation en certains endroits, et la question évidemment des rébellions du Nord Mali en fait partie, mais comme dans d'autres parties du monde, moi ce qui me frappe, c'est à quel point on voit ressortir partout dans le monde, que ce soit bien sûr en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, mais aussi à une autre échelle au Sahel, des questions territoriales qui se posent de manière séculaire, en réalité, vraiment de manière séculaire. Mais pour moi, ça ne remet pas en question l'ensemble du découpage frontalier du continent africain. Et on le voit à travers le sentiment ultranationaliste dont je parlais tout à l'heure. La plupart des autorités maliennes ne veulent pas remettre en cause le découpage territorial du Mali. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même eu une alliance au départ entre les Touaregs venus de Libye et les groupes djihadistes, la différence, c'est que les groupes Touaregs plaider pour une très forte autonomisation, si ce n'est pour une indépendance, alors que si on prend un acteur comme Yad Ghali, il revendique cet État intégral dans ses frontières du Mali, sur lequel il veut imposer la charia, alors que les Touaregs avaient une approche beaucoup plus laïque. Mais donc non, moi je ne pense pas que ça doit changer. Mais pour autant, est-ce qu'il faut changer de grille de lecture? Ça, j'en suis absolument convaincue, mais pas uniquement pour l'Afrique. Moi, je parlais des méthodologies tout à l'heure, notamment des programmes de développement extrêmement standardisés, mais au-delà de ça, je pense que nos analyses aussi sont extrêmement
standardisée, très normative, et notamment ce prisme ultra-militaire de la gestion des crises, moi, me paraît absolument étonnant, pour dire le moins. Et je ne vais pas être là pour dire qu'il faut faire du développement à la place, parce que je vous ai dit que je pense que l'instrument de développement doit être réinterrogé aussi. Mais je suis toujours très étonnée qu'on ne cherche pas à travailler plus sur les moyens de renseignement, sur le renforcement des capacités policières, etc. Le sécuritaire, ça n'est pas que le militaire. Ça ne veut pas, quand on dit que l'intervention militaire n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas non plus se préoccuper de la question sécuritaire. Bien entendu qu'il y en a des besoins, mais considérer effectivement qu'un surarmement et qu'une intervention massive, y compris avec des moyens ultra sophistiqués, va régler la question. On voit très bien que ce n'est pas le cas ici. Si les Américains n'ont pas réussi à le faire en Afghanistan, dont le territoire est quand même bien plus petit que celui du Sahel, avec des moyens qui étaient 1000 fois supérieurs à ceux qui étaient ceux de Barkhane, il fallait quand même pas imaginer qu'on y allait y arriver non plus. Mais juste vraiment pour conclure, cette question du changement de regard est essentielle. Moi, je pense qu'en termes d'analyse, il faut recourir à des prismes et des cadres d'analyse qui sont considérés comme très dépassés. Mais je pense que recourir à l'histoire, que recourir à la sociologie, que recourir à l'anthropologie pour analyser les crises, peut-être même pour comprendre ce qui se passe aux États-Unis, à mon avis, plutôt qu'en termes d'analyse géopolitique, comprendre ce qui se passe aux États-Unis passe avant tout par une compréhension très fine, très sociologique de l'environnement local. Et c'est pareil pour ces crises-là, ces crises africaines. Donc oui, commencer à recourir à ces instruments-là, y compris en termes de prise de décision, moi, ça me paraît absolument essentiel. Merci beaucoup. Et pour terminer, Patrice Joly. Merci, madame, pour vos éclairages. Sur la question des frontières et de leur éventuelle contestation ou inadéquation, pour avoir eu l'occasion d'échanger avec Achille Membe, il était plutôt sur une approche un peu différente de la vôtre, qui était de considérer qu'effectivement, ces frontières n'étaient peut-être pas adaptées à la fois au groupe ethnique, comme le disait le collègue Hakim Belouli, et également par rapport à la gestion des flux migratoires que l'on constate. J'avais deux questions à vous poser. La première, c'est quelles conséquences va avoir l'élection de Donald Trump sur les relations entre l'Afrique et les États-Unis? Est-ce que ça vous paraît essentiel dans la mesure où il semblerait que, pas une seule fois, le mot Afrique ne soit intervenu dans ces discours? Et le deuxième élément, et regarde votre expérience, quelle est la place, le rôle, la légitimité de la francophonie dans un contexte qui est celui que l'on connaît, qui est de contestation à la fois de la culture et des pratiques françaises et européennes d'ailleurs, considérées comme post-néocoloniales, si j'ose cette expression. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est de la question des frontières, en effet, il y a énormément, bien entendu, de solidarité transfrontalière qui domine, enfin qui perdure et voire qui domine. Une des raisons pour lesquelles l'intervention militaire n'a pas eu lieu au Niger, c'est parce que les populations du Nigeria Haoussa se sont justement manifestées au nom de la solidarité qu'elles ont avec les populations Haoussa de l'autre côté de la frontière. Et il y a eu d'ailleurs des interventions des chefs coutumiers du nord du Nigeria pour plaider contre cette intervention. Mais ça ne veut pas dire que la frontière va être revue. Mais évidemment, voir et comprendre ces solidarités transfrontalières, c'est à mon avis effectivement absolument essentiel. Pour la question de la mobilité, là aussi, en termes, je parlais tout à l'heure des divergences d'analyse stratégique, la conception de la mobilité qui a cours majoritairement sur le continent africain n'est à l'évidence historiquement pas celle qui a cours côté européen. La mobilité, notamment de la part des communautés nomades, est quelque chose qui est au cœur de la construction de certains groupes humains, de certaines tribus, etc. Donc oui,
comprendre aussi, et comprendre, encore une fois, ça ne veut pas dire valider, mais au moins comprendre quelles sont ces visions alternatives, c'est extrêmement important. Comprendre aussi, on parle toujours des jeunes migrants qui font la traversée de la Méditerranée, on voit rarement qu'ils sont poussés en réalité par leur famille, qui cooptent parmi eux ce qu'elles trouvent les plus robustes, les plus capables d'affronter des routes aussi périlleuses. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut comprendre pour définir des politiques qui soient effectivement plus adaptées. Quand on sait que le montant de l'argent renvoyé par les diasporas est 3 fois supérieur au montant de l'aide publique au développement, bon, ben, c'est une réponse évidente en termes d'intérêt justement des uns et des autres face à la migration. Voilà, à mon avis, c'est ce genre d'instruments qu'il faut interroger. Pour ce qui est des États-Unis, alors, moi, je pense que les États-Unis n'ont jamais eu aucun intérêt particulier pour le continent africain. Si on regarde ce qui s'est passé sous Obama, Obama n'a pas eu un grand intérêt pour le continent africain. Alors, il y a eu une tentative sous la présidence Biden et avec Blinken de renouer avec le continent en partie pour contrer la Chine, pour contrer la Russie. Mais ce qu'il faut savoir, je pense, c'est que le continent africain restera toujours et pour longtemps au rang de dernière priorité des États-Unis. Et plus encore pour Donald Trump, qui a un mépris totalement assumé du continent. Vous savez qu'il parlait des fameux shithole countries, donc des pays de merde, pour les traduire de manière parfaitement littérale. Donc évidemment, ça va rester. Mais je pense que là aussi, il faut aller au-delà de cette analyse. En termes d'intérêt géopolitique, géostratégique. Moi, je suis très frappée, et je vous l'avoue, très préoccupée par un phénomène dont on parle peu. C'est l'origine de ceux qui ont porté au pouvoir Donald Trump, à commencer par Elon Musk, auquel on peut ajouter des personnes comme David Sachs, comme Peter Thiel, comme Ferber, qui sont tous passés d'une manière ou d'une autre, la plupart d'entre eux ont la nationalité sud-africaine, mais d'autres y sont passés, par l'Afrique du Sud. Et dans le discours que l'on peut entendre, qui relève de plus en plus, je trouve en tout cas, du suprématisme, en tout cas de la peur d'une disparition d'une identité blanche et occidentale, moi je vois vraiment poindre la revanche de ceux qui se sont considérés comme perdants en Afrique du Sud, qui retrouvent ceux qui se sont considérés comme perdants à l'intérieur des États-Unis, dans le cadre de la ségrégation, et ça, il faut y faire très, très attention aussi à ce type de connexion. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Madame la Présidente, merci beaucoup d'abord pour nous avoir consacré du temps. Ça a été particulièrement intéressant. En tout cas, je parle sous contrôle de mes collègues, mais merci pour la qualité de votre intervention et des propos que vous avez tenus, des éclairages, mais aussi des questionnements que vous avez permis aux uns et aux autres de mettre en œuvre. On a peut-être souvent été, peut-être longtemps voulu nier la réalité des choses. Aujourd'hui, elle nous revient un peu comme un boomerang auquel il faut faire face. On est à la croisée des chemins entre la défense de nos intérêts, la défense d'un certain nombre de principes aujourd'hui. Et je ne sais pas si on est encore en capacité d'ailleurs de défendre nos intérêts, mais on se pose beaucoup de questions et je pense que ces éclairages sont intéressants sur la manière dont vous abordez les sujets. En tout cas, merci pour cette audition. Merci pour la qualité des questions de mes collègues qui ont pointé un certain nombre de sujets qui nous préoccupent. Et je suis persuadé que cette audition nous permettra aussi d'avancer sur le rapport et la mission que nous avons lancée sur l'environnement sécuritaire en Afrique d'ici à 2050, je ne sais pas, mais en tout cas à quelques années, et sur la réflexion que nous mettons en œuvre sur ce territoire qui effectivement recueille depuis de nombreuses années beaucoup d'intérêt français. Après, j'ai entendu évidemment vos propos sur l'intérêt qu'il y avait ou pas d'être à Barkhane. Ça mérite d'être posé en tout cas comme question. Et moi, pour terminer, avant de vous libérer, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que si la France avait été plus
ferme, en tout cas, avec Wagner lorsqu'ils sont arrivés d'abord en Centrafrique, parce que je rappelle que l'arrivée s'est faite en Centrafrique en 2015-2016, lorsque nous avons décidé, lorsque le président Hollande, à ce moment-là, a décidé en juillet, je crois, 2016, d'arrêter Sangaris. Je rappelle qu'il y a eu à ce moment-là une mission du Sénat, un rapport du Sénat qui mentionnait que nous partions beaucoup trop tôt et que la conférence des financeurs ayant lieu en novembre, quitter Centrafrique en juillet allait laisser la porte ouverte à d'autres pour pouvoir prendre notre place. Et ensuite, on sait ce qui s'est passé en Afrique avec l'arrivée de Wagner. Est-ce que vous pensez que si on avait effectivement été peut-être plus courageux ou plus radicaux avec Wagner lorsqu'ils sont arrivés et que Poutine considérait que Wagner n'était pas un élément russe, les choses se seraient passées différemment dans ces pays, ou est-ce que ça n'aurait été que reculer pour mieux sauter? Alors d'abord, je pense que vous avez tout à fait raison de situer l'arrivée et l'influence réelle et nouvelle, inédite de Wagner au niveau de la RCA. C'est quelque chose qui est moins mis en avant. Mais non, moi, je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit, parce que je pense que le caractère inadapté de tous les instruments internationaux de gestion de crise était déjà porté en germe dans Sangaris. Enfin, la MINUSCA survit, mais enfin, bon, elle ne change pas fondamentalement la réalité. Elle collabore beaucoup, elle a beaucoup collaboré, en tout cas d'ailleurs, avec Wagner à un moment donné. Moi, ce qui me paraît évident, c'est plutôt l'idée selon laquelle Wagner ne fait que perpétuer le caractère prédateur de l'État centrafricain lui-même. On a affaire à un État qui, y compris à la période coloniale, avait d'ores et déjà du mal à assumer le contrôle de l'ensemble du territoire, qui lui a toujours échappé. On n'était pas du tout dans des configurations comparables à celles de l'AOF et même de l'AEF. Et on a toujours historiquement, que ce soit sous Patassé, que ce soit sous Bozizé, alors sous Bokassa peut-être un peu moins, mais enfin quand même, on a toujours eu ce que les chercheurs appellent le carrousel de Bangui, qui est fait d'une classe politique qui se reconvertit tantôt dans les sphères de l'État au niveau exécutif, tantôt dans les sphères de l'opposition au niveau législatif, tantôt dans les sphères des rébellions armées, tantôt dans les sphères des organisations non gouvernementales. C'est un État... Et en France aussi, mais bon, ce ne sont pas les seuls. Mais en tout cas, c'est un État qui a toujours fonctionné de cette façon-là, avec des élites ultra prédatrices qui trouvent des partenaires internationaux, souvent à leur image. Merci beaucoup. Merci pour cette audition. Merci pour votre franc-parler. Merci. Et bonne soirée à tout le monde. Merci.